Ok. Donc l'idée c'est de faire un retour sur le projet PRC Fast Circular et qui avait un petit peu comme mantra comment switcher rapidement vers l'économie circulaire. Donc bon, le plan est assez basique, hein, problématisation du projet. Il y a eu toute une partie analyse marketing et focus group et enfin une enquête quantitative et résultats. Donc ensuite, euh, on était le suivant, Nicolas. Donc les acteurs du projet, il y avait trois partenaires en gros. Il y avait Supmeca, donc avec moi-même et Marc Zolgadri. Il y avait donc l'université de Nanterre avec Béatrice Bellini et qui représente aussi la chaire Positive Business et qui avait un groupe d'étudiants pour faire des travaux au niveau marketing. Et on a eu ensuite un partenaire industriel donc qui est Common, qui en gros loue des Fairphones, donc c'est des smartphones respectueux de l'environnement. Ensuite, donc rapidement, la problématisation du projet. On a commencé le projet par essayer de modéliser quelle pourrait être la vision de la circularité idéale. Suivant, Nicolas, pardon. Et donc, avec cette idée que pour maximiser, je dirais, l'exploitation du nombre de cycles de fonctionnement d'un système, c'est intéressant, je dirais, d'apporter tout au long de la vie du produit, de la vie du système, du cycle de vie, de l'ajout de valeur. Donc, ça peut être au moment du premier cycle, donc c'est ce qu'on appelle l'upgradabilité, c'est-à-dire on améliore le système et on évite qu'il soit trop vite obsolète ou trop vite usé et avec des défaillances physiques. Et ensuite, on peut également rajouter de la valeur en fin de vie. Donc, c'est-à-dire ne pas se contenter de faire du recyclage ou du remanufacturing, mais plutôt d'avoir une volonté, je dirais, proactive. Donc, en rajoutant des upgrades, en adaptant le système remanufacturé à un nouveau marché, en faisant une nouvelle passe de conception, donc le repurposing. Et ça, on peut le faire, on peut l'imaginer le faire au niveau produit, mais également en isolant des modules. Donc, un des systèmes qui nous avait inspiré, c'était notamment Nascent. Donc, Nascent, c'est une entreprise, bon, je crois qu'elle n'existe plus, mais ils avaient une démarche intéressante, c'est qu'ils avaient analysé environ 500 gadgets électroniques et ils s'étaient aperçus que 80% de ces gadgets, en fait, avaient une même base de composants, une quinzaine de composants qui étaient récurrents donc dans les systèmes électroniques. D'où en fait ils ont conçu je dirais un set de petites briques de Lego électroniques et que lorsqu'on les connectait ensemble, ça faisait différentes applications. Donc si on se projette dans le temps, par rapport à un produit conventionnel qui a une durée de vie assez courte, l'idée c'est que là on peut allonger la durée de vie et ensuite en fin de vie on peut maximiser la valeur de la matière une deuxième fois. Et donc, je dirais, bon, pour ce qui nous intéresse dans ce projet au niveau business model, c'est également des occasions de se rémunérer. Suivant. Donc ensuite, comment rapidement arriver, je dirais, vers ce genre de scénario. Donc, techniquement, on a forcément le besoin d'une structure modulaire pour intégrer les upgrades et puis faciliter ce qu'on avait appelé l'up regeneration. Ensuite, ça nécessite une maîtrise, je dirais, donc de la résilience des composants, des modules, et aussi de l'évolution, je dirais, des fonctions dans le temps, puisqu'on va rajouter des upgrades et puis on va améliorer le système en fin de vie. Et ensuite, au niveau business, il y a des nouvelles questions. Ça sous-tend, je dirais, de vendre des nouveaux business models et de nouveaux modes de consommation. Et il y a également la problématique de solutions pour récupérer le système en fin de vie lorsque on est dans un modèle, je dirais, un type de transaction avec cession de propriété. Donc là, l'idée, c'est que comme c'était fast circular, pour aller rapidement vers ça, suivant l'idée, c'était donc de se projeter, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on ait quelque chose dans les 5 à 10 ans prochaines. Donc, premier point suivant, on a donc vendre l'upgradabilité, essayer de passer, je dirais, à la mise en œuvre de cette idée-là. Ensuite, suivant, il y a l'idée de trouver une clé, une solution pour récupérer en fin de vie les produits qui ont été vendus et pour lesquels on a transféré la propriété.
Et ensuite, il y a l'idée de vendre l'économie de fonctionnalité, en tout cas la vente d'usage, pour que ça se démocratise. Donc bon, suivant, il y a rapidement un rappel. Donc l'upgradabilité, c'est au lieu de partir sur un produit conventionnel que l'on remplace très régulièrement, c'est l'idée de partir d'un produit avec une structure modulaire et on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc ça permet de, je dirais, bon, ça a ses limites, hein. Là, c'est un exemple un peu extrême que vous avez sous les yeux. Mais l'idée, c'est que on peut imaginer donc des nouvelles opportunités pour faire des bénéfices, de la valeur ajoutée pour le client tout au long de la vie du produit et éventuellement relocaliser certaines activités. Suivant, 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 suivant. C'est les animations. Donc, comme on le disait, c'est sur une structure modulaire. Au lieu de gérer la gamme dans sur le site de production, l'idée, c'est de gérer le produit dans le temps grâce à cette structure modulaire. Ensuite, il y a, bon, Olivier Guillon a présenté les PSS, je ne reviens pas là-dessus, hein. Donc c'est le slide suivant, Nico. L'économie de fonctionnalité, c'est lorsque ben, on ne transfère pas la propriété et que donc on passe dans une idée de vente d'usage ou de résultat. Et ensuite, sur l'aspect, donc le troisième axe qui était la solution pour récupérer en fin de vie malgré le transfert de propriété. Donc là, on a sollicité différentes instances bancaires et en fait, bon, rapidement, on arrive à la conclusion que c'est pas possible aujourd'hui. La validité d'une empreinte de carte bancaire, c'est jusqu'à 11 jours et la validité d'un chèque de caution, c'est 1 an. Mais l'idée, ce serait, il y a un peu cette idée-là, c'est si on arrivait à avoir un chèque de caution, je dirais, qui peut durer 15 ans et que tant que la personne n'a pas répondu le produit, ben, on lui rend pas son chèque de caution, voire on peut le débiter, il y aurait cette, je dirais, on aurait une prise pour amener le consommateur à rendre son produit en fin de vie. Mais bon, ça, on l'a assez rapidement mis de côté parce qu'en fait, dans le projet, il y a donc l'entreprise Common qui nous a rejoint. Et eux, en fait, leur business, c'est de louer des téléphones. Donc, ils sont déjà dans un modèle, je dirais, d'économie de fonctionnalité. Donc, le téléphone qu'ils louent, ce sont, comme on en a rapidement parlé tout à l'heure, c'est les Fairphone. Donc, ce sont des téléphones qui sont plus respectueux de l'environnement. On va voir sur quels critères. Leur business, donc, c'est l'économie de fonctionnalité et ils louent le Fairphone avec certains services associés. Et donc, la gestion des déchets, bien qu'ils ne soient pas producteurs de ces appareils-là, hein, puisque c'est Fairphone, mais ils ont, disons, la facilité de démontage et la structure modulaire du Fairphone facilite, je dirais, le maintien d'une flotte ben, en œuvre, quoi. Donc en état de marche. Et donc, c'est grâce à un stock, je dirais, de vieux appareils, ils arrivent à faire fonctionner tout un, tout un ensemble de produits avec enfin, pour leurs clients. Donc, le produit sur lequel on était, c'était plutôt le Fairphone 3. Bon, quand on a monté le projet, il n'était pas encore sorti. Mais grosso modo, c'est quand même les mêmes gènes que le Fairphone 2, sauf qu'il est au goût du jour. Alors, le Fairphone, slide suivant, c'est rapidement, c'est un téléphone qui se veut être plus respectueux de l'environnement. Donc, à la base, c'était en faisant des choix de matériaux et de processus donc, pour extraire ces matériaux qui prenaient soin, je dirais, des filières, hein, donc éviter qu'il y ait des enfants qui travaillent sur l'extraction de certains matériaux, arriver à tracer, etc., etc. Ensuite, sur le Fairphone 2, ils ont rajouté l'aspect modulaire et personnalisable, mais modulaire surtout pour réparer. Et il y avait cette idée aussi de s'assurer que les conditions de travail en usine étaient de bon niveau. Le Fairphone 3 reprend ces éléments en les poussant un cran plus loin. Et ensuite, le deal common, c'est de louer un Fairphone 3. Donc, pour la petite idée, la première année, c'est 27 euros par mois. La deuxième année, en fonction de bonus, de défis, bon, on va dire que c'est environ 24 euros par mois. Et la troisième année, si on est encore là, on va dire qu'il y a un rabot de 30%, donc on est à 19 euros par mois. Donc les services qui sont associés, slide suivant, ce sont les suivants. Donc un remplacement rapide s'il y a un problème de casse, des protections, une protection contre le vol. Donc en fait, ces services, ils sont mobilisables jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si on se fait voler
tous les mois son téléphone, ça va pas marcher longtemps, hein. Mais bon, vous voyez qu'il y a quand même tout un accompagnement à la location du smartphone. Donc, en partant de l'entreprise, slide suivant, on a donc on a centré, on a fait converger le projet sur donc une étude de marché et biblio sur la téléphonie mobile, et notamment en parallèle avec la montée en compétences des étudiants là, sur les qualités produits environnementales et sociales. Ensuite, c'était donc la compréhension, la perception des consommateurs donc sur des offres centrées upgradabilité et vente d'usage, donc via des focus group, l'analyse de ces focus group et le développement d'argumentaires qui sont testés ensuite via des études quantitatives, donc des questionnaires. Donc on n'a pas eu le temps de faire le round 2 qui aurait pu permettre d'avoir des confirmations, mais voilà. Et ben, on en arrive tout de suite à la partie analyse marketing et focus group. Donc rapidement, les tendances, ben, c'est qu'il y a quand même beaucoup de téléphones qui sont achetés neufs, même si bon, il y a clairement de plus en plus de personnes, donc 4 personnes sur 10, qui sont intéressées par des smartphones reconditionnés. Et ensuite, d'un point de vue des modes de transaction, les offres subventionnées, donc les offres un peu historiques des opérateurs, c'est-à-dire en gros tous les mois on payait à la fois notre forfait téléphonique et à la fois une subvention, je dirais, de notre téléphone, sont quand même de moins en moins répandus. Ensuite, slide suivant, clairement les critères dans le choix de smartphone, le prix revient à 59%, donc est déterminant. Et ensuite, les aspects, je dirais, fonctionnels, donc à la fois software, donc système d'exploitation, et puis les performances de l'appareil, ben, arrivent, je dirais, très rapidement aussi dans dans les grands critères. Et un autre qu'on pourrait isoler, c'est peut-être la marque. Il y a une grosse sensibilité à la marque. Enfin, en tout cas, c'est pas anodin dans le choix de certains, de pas mal de consommateurs. Et donc, on en arrive à l'élaboration des focus group. Bon, j'ai rapidement résumé, on va dire, la partie analyse du marché, hein, et marketing. Mais donc, l'analyse du focus group, bah, là, vous avez un visuel de ce qui a été un peu présenté donc, sur le focus group upgradabilité pour expliquer que donc, sur un Fairphone, la partie en vert, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est la possibilité de remplacer certains modules à ISO fonction. Donc, vous avez même le prix catalogue tel qu'on l'avait trouvé sur le site de Fairphone à l'époque. Et ensuite, il y a l'idée, ben, voilà, enfin, on pourrait imaginer ben, de remplacer les modules par des modules avec une amélioration fonctionnelle. Donc pour la petite histoire, sur le Fairphone 3, il y a maintenant le Fairphone 3 Plus avec des évolutions notamment sur le module photo. Donc c'est en train d'arriver quelque part la notion d'upgradabilité. Ensuite, slide suivant, bon, ben, sur l'idée du focus group, c'est en fait de créer un groupe de discussion. Donc ça n'a pas de valeur, je dirais chaque focus group a sa vérité, hein. Mais bon, l'idée c'est de construire finalement une colonne vertébrale de questions et de les amener à discuter de certaines choses et avec des questions de relance. Donc là, vous avez donc les aspects réparabilité, upgradabilité, comment intervenir sur le téléphone. Donc là, il y avait même l'idée d'une manipulation du Fairphone. Et slide suivant, en fait, on ajoute à tout ce processus des questions de relance si bah, finalement si la discussion ne prend pas, bah, pour ne pas rester, je dirais, avec des gros blancs et surtout pour avoir un maximum d'informations de la part des consommateurs. Donc tout ça nous permet d'avoir donc un premier focus group sur l'upgradabilité. Les résultats de ce focus group, donc slide suivant, là vous avez les verbatim, en gros des extraits de ce qui a été retranscrit. Mais on va dire que je vous le fais en résumé, hein, on va pas tout lire. Clairement, sur le focus group upgradabilité, tous les participants ont été confrontés à l'obsolescence et ont légitimé, je dirais, l'idée qu'on puisse bah, améliorer finalement le système au cours du temps, quoi. Après, ils ont assez rapidement souligné les limites aussi, c'est-à-dire, bon, ben, c'est quoi le rapport qualité-prix? Et finalement, l'upgradabilité, c'est bien, mais ça ne permet pas non plus d'intégrer toutes les évolutions qui arrivent sur le marché, et donc ça a aussi ses limites. Ensuite, sur l'aspect atelier démontage, donc là, clairement, au début, il y avait certaines réticences.
en se disant ah oui, mais si on le fait nous-mêmes, il y a peut-être un problème d'assurance, il y a un problème, etc. Et une fois qu'ils ont eu manipulé le Fairphone 2, qui était mis à disposition par Common, là, avec l'idée des pictos et puis la simplicité, je dirais, du Fairphone, bon, rapidement, ils sont arrivés à la conclusion que c'était largement faisable et que c'était même naturel d'avoir l'envie d'améliorer son appareil. Ensuite, slide suivant, quelque chose qui est ressorti de manière très prégnante, c'est la notion de confiance à la marque. Donc ça, c'est quelque chose qui est voilà, qui avait l'air d'être très sensible. Donc en gros, il y avait une partie des participants qui avaient besoin, je dirais, de l'ossature d'une grosse entreprise. Euh, mais certains jugeaient que les grosses entreprises, c'est difficile de leur faire confiance parce qu'il y a souvent du greenwashing et j'ai une faculté à communiquer des fois plus qu'à agir. Et ensuite, il y en a d'autres, ils légitimaient les startups parce que justement, là, pour le coup, ils partent avec des intentions et ils tiennent entre guillemets leurs promesses, mais les autres les ont tout de suite ramenés à la raison, entre guillemets, en disant ouais, mais lorsqu'on essaie de négocier, c'est pas la même chose lorsqu'on est une petite start-up ou lorsqu'on est un gros groupe. Donc voilà, clairement, il y a deux écoles, il y a deux croyances, et c'était ça, je dirais, enfin, dans ce groupe-là, en tout cas, la vision du lien avec la marque. Ensuite, slide suivant, sur les aspects environnementaux, on retrouve également un petit peu des aspects un peu contradictoires, c'est-à-dire que il y avait un peu cette idée, oui, on a besoin d'informations, il faut qu'on soit au courant pour que on puisse, je dirais, un minimum croire donc aux arguments environnementaux. Donc typiquement pour le Fairphone, hein, donc on leur a montré tout ce qu'il pouvait y avoir aussi sur le site comme preuve, etc. Mais là, il y en a qui nous ont dit oui, il est d'accord, mais le déclaratif, les labels et tout, c'est bien, mais nous, enfin, il y avait cette notion de vouloir vraiment des preuves tangibles et pas être que dans le déclaratif. Donc là, depuis, je crois que le Fairphone a été déclaré, enfin, a été labellisé par plusieurs labels. Il me semble qu'il y a Max Havelaar notamment. Enfin, des aspects qui donnent du crédit à certaines affirmations. Mais bon, voilà, la question, qu'est-ce qu'on peut faire comme preuve, on va dire. En tout cas, ça a l'air d'être une question assez sensible. Et il y a également l'aspect quid de la qualité. Un système bon pour l'environnement, c'est bien, mais est-ce que finalement, ça pose pas des problèmes pour la qualité du système au final? Voilà ce qui était ressorti de ce premier focus group sur l'upgradabilité. Ensuite, suivant, il y en a eu un deuxième qui était sur la vente d'usage. Et donc, notamment avec l'intérêt pour Common. Ce Common, en fait, on l'a vu tout à l'heure, ils font une offre je dirais, tout compris. C'est-à-dire, il y a l'allocation du smartphone, du Fairphone en l'occurrence, avec tous les services associés. Mais je dirais qu'on n'a pas le choix d'en choisir un parmi à la carte. C'est tout compris. Et donc, derrière l'idée de ce focus group, il y avait à la fois l'idée de tester la vente d'usage auprès des consommateurs en question, et également cette notion de finalement, est-ce qu'il y a des services qu'ils plébiscitent plus ou moins, etc. Donc sur la partie vente d'usage, on a eu clairement une personne qui nous a dit c'est génial, c'est le futur, l'offre tout compris, c'est souple, ça permet voilà, de pas se poser de questions. Et les autres, tous les autres participants, eux, ont été, ils veulent pas perdre la propriété, a fortiori sur le téléphone mobile parce qu'il y a un côté très personnel, un problème, un côté identifiant. Donc là, voilà ce qui est ressorti du groupe de discussion. Ensuite, slide suivant, on en revient un petit peu à ça. C'est donc Mourad, pour pas le nommer, lui, il était à fond sur cette offre tout compris, mais il disait voilà, c'est tout compris ou rien, parce qu'en fait, j'accepte finalement de perdre la propriété, mais pour avoir un confort et une simplicité d'usage, et je veux pas me poser de questions. Et là aussi, il y a la notion de confiance dans la marque qui est ressortie assez rapidement. Donc, qui c'est qui propose la vente d'usage? Est-ce que donc, a priori, la confiance, elle se portait plus vers le constructeur de téléphone pour certains membres du focus group, plutôt que sur l'opérateur téléphonique. Mais bon, voilà, à suivre, hein. Et ensuite, il y avait cette notion que plutôt une grande marque avec et donc certains commençaient déjà à dire ouais la vente d'usage, mais avec une logique de remplacement tous les 2 ans. Donc on voit bien que là il y a
Ensuite, slide suivant sur le prix. Là, clairement, on a toujours notre Mourad qui était convaincu du système et qui était prêt à payer, entre guillemets, les 30 euros par mois environ pour avoir zéro question à se poser. Et là où tous les autres, on va dire, on avait un gros coup de frein d'un point de vue mental sur si on, comment dire, si on se projette sur le long terme, ça nous paraît pas intéressant de payer tous les mois et ça va nous coûter très cher. Et ça, ajouté au fait qu'ils perdaient la propriété du téléphone, clairement, c'était négatif dans leur tête. Donc, slide suivant. Fort de ces résultats, on a essayé d'extraire et d'interpréter tout ça pour créer une enquête quantitative et donc avoir des résultats un peu plus massifs. Donc, notre slide suivant, notre grille d'analyse, on est parti du fait que donc pour l'attractivité d'une innovation et pour vendre cette innovation, en fait, il y avait deux scénarios. Il y avait soit le changement sur le système, on peut le rapporter à un référentiel que l'on connaît, et donc dans ce cas-là, ben, c'est assez facile, j'ai envie de dire, de montrer le gap, la différence. Soit on est dans un scénario où il y a un changement de référentiel, et là pour le coup, on part sur un scénario où il n'y a pas de référence, et c'est difficile ben, d'avoir des arguments, et ça nécessite souvent de déminer plein de questions qui émergent. Ensuite, sur les composants de l'attractivité, il y a des choses qui sont de l'ordre du factuel, du rationnel, donc tout ce qui est je sais pas moi, une durée, un prix, ou etc. Donc les fonctions utilitaires, en l'occurrence, les services à l'accompagnement, et puis les aspects du deal économique, hein, combien ça coûte, est-ce qu'il y a la propriété, oui, non. Et il y a des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de la perception de l'émotion, de l'émotionnel. Donc c'est les fonctions un peu plus voilà, sur la finition, le sensoriel, la confiance dans la marque, et puis la croyance, entre guillemets, ou la confiance sur les qualités environnementales et sociales du système. Et là, clairement, sur ces dimensions-là, plus dans la perception de l'émotion, à nouveau, on retrouve cette difficulté parce que le référentiel, il est très différent d'une personne à l'autre. Et donc là, c'est pas évident de communiquer. Slide suivant, donc sur la partie upgradabilité, on est parti sur un petit peu les résultats qu'il pouvait y avoir sur le focus group. On a essayé d'envisager des propositions que l'on pouvait faire aux clients et la manière de communiquer. Donc rapidement, sur l'upgradabilité, l'idée c'était de communiquer et de mettre en valeur la qualité fonctionnelle dans le temps, puisqu'on améliore le système dans le temps, hein. Et donc ça, on est plutôt sur le bon scénario, puisqu'il y a une référence. Et ensuite, c'était de coupler ça avec le deal économique. C'est-à-dire le deal économique, on a un prix d'accès qui est a priori assez proche de ce qui se fait dans la vente de produits classiques, mais il y a des frais en plus pour la réparation, l'upgrade, à voir comment, est-ce que c'est sous forme de mensualité, si c'est sous forme c'est le client qui paye à chaque fois qu'il améliore son système, etc. On a volontairement mis de côté la marque en partant du principe que dans le questionnaire, on parle de la marque habituelle du consommateur et qui ne se projette pas sur un changement de marque. Et ensuite, donc, sur les aspects accompagnement à l'usage, donc pour la réparation, on part du principe que le Fairphone a montré que c'était du champ du possible, on va dire, sur un smartphone. C'est pas forcément le cas, ce sera pas forcément le cas sur tous les produits. Et ensuite, sur la valorisation des aspects environnementaux et sociétaux, là, on verra, on s'est posé une question, enfin, on a traité ça de manière découplée dans le questionnaire. Donc, clairement, sur l'upgradabilité, c'est l'idée de mettre en balance la qualité fonctionnelle dans le temps par rapport à un surcoût et comment on fait la transaction de ces coûts d'upgrade. Donc on est parti, slide suivant, voilà, sur l'approche de scénario de choix là, des études économétriques, donc notamment Daniel Lerena avec qui on avait travaillé. Slide suivant, ça donne pour notre projet de smartphone upgradable, ça donnait un petit peu ça. Donc là, slide suivant, pardon, Nicolas.
Donc on arrive à ce genre de comparaison de fonctions et puis de deal économique. Bon, clairement, c'est juste, comment dire, incompréhensible dans le cadre d'un questionnaire. Donc au final, on est arrivé à quelque chose bon, qui est toujours un peu trop complexe, mais qui est on estime, on va dire que c'est le minimum des informations que l'on peut donner pour. Et donc voilà la carte de choix entre guillemets qui a été proposée dans le cadre du questionnaire sur la partie upgradabilité. Bon, on a fonctionné un petit peu comme ça sur l'autre question aussi, et donc justement on y vient rapidement sur le slide suivant. Donc ça c'est la carte de choix, voilà, telle qu'on est arrivé dans le questionnaire, et slide suivant encore. Sur les aspects, il me reste 5 minutes, sur les aspects vente d'usage, là, bah, clairement, il y avait cette idée, donc toujours, on a suivi la même trame hein, de fonctionnement, il y avait cette idée de mettre en exergue ben, la valeur de garantie de fonctionnement dans le temps, qui est quand même très intéressante, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, on a cette assurance qu'on a un téléphone qui fonctionne. Et ensuite, par contre, on a mis ça je dirais, en balance avec quelque chose qui, a priori, d'après le résultat du focus group, pose problème, c'est le mode de transaction, donc avec une non-cession de propriété, un prix d'accès certes très faible au départ, puisqu'on n'a pas besoin de débourser 500 euros, on paye juste une mensualité, mais par contre, d'un coût d'usage qui, sur le long terme, peut être important. Donc là, le travail sur l'argumentaire, c'était d'axer sur les mensualités dégressives, ou en tout cas sur plus vous restez avec nous, moins vous allez payer cher. Ce qui semble un peu logique. Ensuite, il y avait bon, d'autres questions qui ont été intégrées également, on va les voir après. La dernière dimension, c'est donc slide suivant, c'était sur le traitement spécifique de la valorisation des aspects environnementaux et sociétaux. Donc là, de ce qui a émergé des focus group, on est parti sur l'idée, sur l'hypothèse que la transparence sur la composition des prix d'un smartphone et sur finalement ce que l'on fait, nous, en tant qu'industriels, ça pouvait être une bonne option pour un bon argument ben, pour amener les gens à légitimer cette qualité environnementale et sociétale. Donc au départ, on était vraiment parti là encore sur quelque chose qui n'était pas évident à comprendre, mais qui était la traduction parfaite de la transparence du composition de prise, donc en remettant carrément tous les facteurs de coût et de même les marges du fabricant pour le Fairphone. Et ensuite, on a quand même basculé donc sur la deuxième partie, sur des questions beaucoup plus précises, qui sont beaucoup plus typées questionnaires, sur est-ce que vous êtes prêt à acheter plus cher votre téléphone si voilà, s'il y a des garanties de conditions de travail décentes en usine, et donc là avec différents prix que le consommateur est prêt à mettre. Donc voilà un petit peu comment a été monté le questionnaire Quanti. Donc le questionnaire Quanti, clairement, il traite donc de ces aspects upgradabilité, vente d'usage et valorisation des qualités environnementales et sociétales. Il a été administré auprès de 370 personnes. Et ce qui a été fait aussi, c'est en fonction du prix du dernier smartphone qu'ils ont payé, il y avait une adaptation du questionnaire pour que je dirais, les cartes de choix et les questions soient adaptées, je dirais, à leur environnement et à leur mode de consommation actuel, quoi. Donc les résultats sur le questionnaire Quanti, rapidement, donc sur la partie upgradabilité. Donc voilà, donc ça c'était la carte. La question était la suivante, hein. Le service de mise à jour peut être ajouté pour conserver les performances de votre téléphone sur la durée. Voici les trois possibilités. Les résultats, donc slide suivant, on a clairement finalement un gros tiers des gens qui restent sur la proposition telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire sans possibilité de mise à jour. On a un petit tiers qui est sur la possibilité de mise à jour, et en fait on paye en fonction des mises à jour que l'on fait. Et ensuite, on avait la proposition C, qui représente finalement la plus grosse part, des gens qui sont prêts à mensualiser, je dirais, cette garantie de mise à jour tous les 2 ans. Donc slide suivant, lorsqu'on restreint le choix entre la proposition B et C,
on s'aperçoit qu'il y a quand même finalement une majorité de gens qui préfèrent finalement mensualiser cette option d'upgradabilité, ce qui n'était pas forcément ce qu'on a, enfin, un résultat attendu à la base, hein. La question très précise sur la mise à jour de l'appareil photo confirme grosso modo les résultats. C'est slide suivant, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les 2 tiers des gens qui sont prêts à upgrader leur appareil. Ensuite, le slide suivant, c'est sur les rythmes d'upgrade. Donc là, en fait, il y a la moitié des gens qui estiment que c'est un rythme adéquat de faire évoluer son smartphone tous les 2 ans. Il y en a quand même beaucoup qui disent aussi que c'est trop lent et que qu'il faudrait faire évoluer plus vite, donc les intégrer tous les 18 mois, par exemple. Bon, là, je vous passe, slide suivant, les détails et les différences entre différents types de, je dirais, de consommateurs, hein, qu'on avait isolés. Mais grosso modo, les résultats, c'est les suivants. On a quand même les 2 tiers des consommateurs qui sont favorables à l'upgradabilité. Il n'y a pas forcément on n'a pas réussi à isoler, enfin, la distinction entre les catégories confirme ce résultat de manière générale. Alors forcément, ceux qui ont un téléphone cher sont un peu plus intéressés à le faire évoluer que ceux qui en ont un peu moins cher. Et ensuite, on a bon, voilà, ceux qui sont entre guillemets geeks, c'est-à-dire qui aiment bien avoir les dernières nouveautés, eux préfèrent finalement tout changer régulièrement, et c'est eux notamment qui estiment que le rythme d'upgrade n'est pas assez rapide dans la proposition, dans le questionnaire. Et ensuite, sur la manière de contractualiser l'upgradabilité, les consommateurs ont quand même une légère préférence pour la mensualisation. Donc, est-ce que c'est parce que ça paraît plus indolore, je dirais, comme mode de transaction? Mais nous, on l'a interprété aussi sur le fait que finalement, c'était un plébiscite pour l'upgradabilité, qu'ils ont suffisamment confiance dans l'intérêt et la volonté de se projeter à long terme avec cette idée d'upgradabilité, et donc ils sont prêts d'ores et déjà à le mensualiser. Ensuite, sur les aspects vente d'usage, donc là, les 3 propositions, c'était les suivantes, hein. Soit je suis propriétaire de mon téléphone, soit je suis utilisateur de mon téléphone, je suis propriétaire de tout ce qui est carte mémoire et de tout ce qui est stocké comme données personnelles sur le téléphone, et j'ai cette garantie de fonctionnement illimitée, c'est-à-dire que même si j'ai un problème, on peut me réparer mon appareil ou le remplacer. Et il y avait 2 scénarios de transactions, soit des mensualités dégressives, soit une mensualité, je dirais, avec des bonus. Bon, les résultats montrent clairement, slide suivant, que les gens sont réticents, on va dire, à passer à la vente d'usage sur le téléphone, et que ensuite ils préfèrent les mensualités dégressives qu'une mensualité avec des bonus. Donc ça, c'est confirmé, cet aspect qui préfère les mensualités dégressives, donc par le slide suivant. Donc ouais, voilà, sur quand on restreint, je dirais, le choix aux réponses B et C. Et alors ensuite, il y a quelque chose qui est très intéressant, slide suivant, c'est que, et donc là, ça montre un peu tout l'intérêt du rapport aux références desquelles on part, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on leur pose la question, votre opérateur téléphonique vous propose un forfait tout compris, donc forfait téléphone mobile et location du smartphone, dans lequel vous choisissez le téléphone et la durée du téléphone, 2, 3 ou 4 ans, et en admettant qu'il y ait une transparence sur les mensualités, là, pour le coup, on a quasiment 2 tiers des gens qui deviennent intéressés. Donc, en fait, ils ne sont pas intéressés si on part, je dirais, du business actuel, mais par contre, si on part de l'idée que c'est l'opérateur qui fournit quelque chose de tout compris, là, les résultats sont très différents. Donc ça nous paraît être intéressant et je dirais légitimer cette notion de quel référentiel, avec quel référentiel on se compare. Ensuite, parmi les 4 propositions de service qu'on pourrait ajouter à la carte ou pas, là on s'aperçoit qu'en fait, donc slide suivant, on a des résultats qui sont très répartis, et qu'au final, par rapport au coût, je dirais, de chaque service, la contribution la contribution à la satisfaction du client se confondent quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, les 35% de la protection contre casse et panne, ça correspond au service associé qui est a priori le plus cher. Donc en fait, bon, on sent qu'il y a quelque chose.
enfin, ça a l'air de légitimer, je dirais, la stratégie de c'est soit tout compris, soit rien du tout. Je dirais l'approche à la carte semble un peu bancale au final. Donc les conclusions, le slide suivant, c'est que la perte de propriété est une trop grande rupture a priori de mode de consommation. Et ensuite, la dégressivité des mensualités donne plus de crédit. On a moins le sentiment, a priori, de dépenses à fond perdu sur le long terme. Et ensuite, si, donc c'est ce qu'on disait, hein, l'offre, si elle est comprise dans le forfait téléphonique, là, on a d'autres résultats. Et comme on vient de le dire, ben, donc l'offre à la carte semble finalement avoir un intérêt assez mesuré pour la vente d'usage. Donc ça, c'était une question que se posait notamment Common. C'est-à-dire qu'au final, ben voilà, bon, ça peut être une proposition, hein, peut-être qu'ils vont le faire, mais disons qu'on sent que ça répond pas à toute la garantie de fonctionnement, elle est vraiment dissociée. Alors, slide suivant, je pense qu'on arrive à la toute fin. Ah non, non, on a la valorisation. Donc là, sur les résultats pardon, du questionnaire sur la valorisation des qualités environnementales et sociétales, on a les résultats qui sont, je dirais, sur chaque critère qu'on a suggéré. Donc, c'est-à-dire prévenir les conflits sociaux et le travail d'enfants au niveau de l'approvisionnement des matériaux, sur les garanties de conditions de travail décentes en usine et sur la mise en place d'actions pour allonger la durée de vie, à chaque fois, on a à peu près le même camembert, hein, c'est-à-dire qu'on a une grosse partie des gens qui sont prêts à mettre jusqu'à 20 euros pour couvrir les risques de l'impact. Et on a finalement une vingtaine de pourcents qui sont 20-25% qui sont finalement qui sont pas prêts à payer pour ça. Donc c'est quand même très intéressant sur, je dirais, l'intention qu'ont les gens, en tout cas de manière. Bon là, ils verbalisent. Hein. Après, est-ce que dans les actes, il ferait la même chose? C'est toute la question. Mais et donc après, sur la question dernière suivant encore, Nico, seriez-vous à payer et à acheter plus cher pour avoir les trois conditions réunies? Encore suivant. Là, on a aussi des résultats très positifs, hein, puisqu'on a 78%. Encore suivant. 78% des gens qui sont prêts je dirais, à investir ou à payer, à contribuer, je dirais, au fait de limiter les risques environnementaux et sociétaux. Et donc, par rapport à notre hypothèse, slide suivante, donc de la transparence, là, clairement, on a les résultats montrent qu'effectivement, c'est cette transparence sur ce qu'on fait qui amènerait les gens potentiellement à payer plus cher. Dernier slide, slide suivant. Clairement, donc les conclusions, c'est que sur le téléphone mobile, l'upgradabilité est attendue par les consommateurs. La vente d'usage apparaît comme une trop grande rupture, sauf à considérer une offre tout compris, hein, c'est le cas de notre Mourad. Et ensuite, la perception des labels et des promesses environnementales font douter, c'est ce qui ressort des focus group, alors qu'à l'inverse, la transparence pourrait être une des clés pour amener les gens à contribuer. Enfin, notre approche d'élaborer un argumentaire en partant du référentiel que les consommateurs ont en tête semble intéressant. Et je finis ma présentation par un warning, c'est que bon, cette étude, elle est clairement spécifique à la téléphonie mobile. Hein. Donc, notamment dans la téléphonie mobile, on a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui rejoint très bien l'économie circulaire, c'est tous les téléphones reconditionnés. Donc là, on est clairement pour les téléphones reconditionnés dans un contexte très favorable où on a une facilité de retour, on a une valeur du système en fin de vie ou en fin de, je dirais, de cycle d'usage qui est très importante. Donc nous, c'était pas notre sujet de traiter cet aspect, je dirais, deuxième vie, c'était plus qu'est-ce qu'on peut faire rapidement et de traiter d'autres clés pour l'économie circulaire. Et surtout aussi, c'est que Common n'était pas sur le marché et n'était pas forcément intéressé par le marché du reconditionné. D'où on l'a pas traité. Mais ensuite, sur la vente d'usage, bah, clairement, le fait que le téléphone soit un objet personnel avec des données qui sont très sensibles, bon, forcément, ça joue pas dans le sens de l'acceptation de la vente d'usage. Après, on peut quand même noter que le rapport à la propriété et l'impression de payer sans limite dans le temps semblent quand même poser question pour la vente d'usage, en tout cas sur ce type de système. Hein. Et enfin, l'intérêt des consommateurs pour l'upgradabilité, lui, par contre, doit être confirmé sur d'autres produits, notamment qui ont une valeur intrinsèque moindre et pour lesquels les services d'upgradabilité seraient peut-être moins évidents. C'est-à-dire, si on prend une machine à laver, c'est peut-être moins évident à faire évoluer, etc., etc.
Voilà, slide suivant, mais je vous remercie de votre attention. Désolé pour avoir légèrement dépassé, mais Ok, merci Olivier. Des commentaires, des remarques, des questions? Il y avait une remarque sur le parallèle entre l'automobile et puis le smartphone par Julien. C'est quelqu'un qui veut prendre la parole. Ah, pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Bonjour tout le monde. Oui, non, simplement, j'écrivais juste un parallèle là sur la location. Simplement, dans l'automobile, c'est un peu, enfin, c'est un peu l'inverse. Toute proportion gardée, évidemment, mais il y a de plus en plus de locations longue durée, de leasing ou location avec option d'achat. Voilà, ce genre de choses, c'est de plus en plus réalisé. Je me demandais simplement s'il n'y avait pas aussi un effet simplement prix du fait que le véhicule c'est cher. Le smartphone l'est un peu moins et enfin l'est moins et peut-être que simplement il y a aussi un effet prix en plus du fait que ce soit un objet personnel. oui, alors après l'automobile, je pense que, enfin, pour moi, c'est entre guillemets pour les gens de ma génération, j'ai l'impression que c'est quand même déjà un produit un peu personnel ou en tout cas auquel les gens s'identifient. Entre guillemets, ma voiture me représente un petit peu. Donc je sais pas, disons que ça me paraît déjà un système un petit peu hybride, c'est-à-dire on n'est pas sur un problème, sur un produit aussi marqué que le téléphone, mais c'est pas non plus un produit lambda quoi. Je suis pas sûr qu'on a envie de prêter facilement sa voiture ou disons que voilà, il y a une Un certaine smartphone, attache ça à se prête pas, l'automobile. Olivier, hein. Oui, un smartphone, ça se prête pas non plus. Non, 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 mais ce que je veux dire, justement, a fortiori, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, si tu as un appareil à raclette, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup moins Oui, 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 oui. d'affectifs liés Ah, à Hmm. d'autres appareils, quoi. Euh, détrompe-toi, hein, de ce que je mettais dans les remarques, le projet Recook, c'était justement de la location de petits électroménagers, donc des appareils à crêpes et à raclette. C'est pas si évident que ça. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est Romain. Prêter Et à ton voisin que tu connais, à des copains, mais de la location sur du produit alimentaire, donc c'est touchy aussi. Tu t'identifies pas à ton appareil à crêpes la plupart du temps, mais par contre, il y a un rapport qualité, réassurance qualité au produit qui est super important. ouais, l'hygiène, Oui, ouais. et puis Et moi, surtout, voilà, ouais, l'hygiène aussi, on est d'accord ouais, sur l'hygiène. certains produits. Les aspirateurs, on avait eu aussi un peu la même. Enfin, il y a clairement un petit peu la même méfiance. Tout le monde n'est pas, enfin, ne fait pas attention aux acariens et tout le monde ne fait pas, a pas le même soin. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, le coût d'accès à un véhicule qu'on pourrait pas se payer influe quand même grandement, enfin, sur le succès des LOA. Ouais, parce que moi, Olivier, j'étais drôlement surpris sur le prix de location du Fairphone. Là, j'ai regardé, ça coûte 500 euros un Fairphone neuf. Là, c'était combien? C'était 24, combien d'euros par mois, là, la première 27 année? euros, 27 euros, et je crois même qu'ils ont un peu baissé parce qu'à la base c'était 28. Mais c'est-à-dire Ouais, qu'en en on est 2 à ans, on 500 fait. en 2 ans. Ouais, donc ouais, donc en gros, c'est quoi l'intérêt de le louer, là? Honnêtement. Ben non, non, mais je pense que c'est un des biais, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle, Common, ils préfèrent, si tu veux, la qualité de service et je dirais tous les ingrédients qu'ils font pour aller dans le sens bah, de pas impacter sur la planète, mais clairement ça a un coût, hein. Et notamment, je Mm. pense que bon, le fait qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'effets d'échelle parce que c'est quand même une petite entreprise, et de souvenir, ils étaient autour des 700 appareils, leur parc de Fairphone est autour de 700, donc ils ont 700 clients. On peut imaginer que s'ils avaient beaucoup plus de clients, ils pourraient un peu rogner sur les prix. Après, je pense que aussi, il y a clairement tout intégré comme option. C'est-à-dire que la casse et le vol, c'est 4-5 € quand tu regardes les différentes assurances. Enfin, chacune. Donc là, tu te retrouves à déjà 10 € de plus par mois en fonction du prix du smartphone. La possibilité d'améliorer son système, ça aurait certainement un coût aussi par mois. Et le tout cumulé, en fait, je pense pas qu'il se fasse énormément de marge, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, Mais par contre, c'est sûr que c'est un peu ce que je disais à un moment donné, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, bah voilà, on soit prêt à payer beaucoup plus cher pour avoir des services, parce que quelque part, c'est des assurances, quoi. Et bon, Mm. voilà.
la vie est un risque. Bon, c'est vrai qu'avec les smartphones, elle est plus risquée des fois. Enfin, disons que c'est un peu fragile, ou en tout cas, ça a eu été fragile, mais ouais, je sais pas. En fait, ce qu'il faudrait voir, c'est qui prend une assurance contre le vol, qui prend une assurance contre la casse. Il me semble qu'à un moment donné, c'était assez tendance, mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ce soit Ouais, et si. sur les présentations de projets un peu. T'as pas une adolescente, toi. Mais je pense que c'est déjà compris dans d'autres contrats. Ta carte bancaire le fait en règle générale. La démarche, enfin, Il y a des assurances multi-risques qui prennent déjà en considération tous les appareils électroménagers et électriques et électroniques dans l'habitat. Oui, c'est fort probable aussi qu'effectivement, dans les assurances, il y a des options sur les produits électroniques. Parce que tu regardes les nouveaux business models de Fnac, par exemple, sur la réparabilité, c'est quoi? C'est une quinzaine d'euros, je crois, annuel. Et ton device qui tombe en rade, on t'offre automatiquement un service de diagnostic et de réparation. Ouais. Quelle que soit la marque. Mais du coup, il faut bien intégrer le bénéfice pour l'environnement. C'est ça la différence avec la location, quoi. Voilà, on a une conversation. Une contre-discussion, ouais. Faut que l'animateur de la réunion. C'est dans la définition Clara, de la fonctionnalité que c'est pour. Je ne vois pas qui c'est. Pour l'environnement. C'est Clara Barry. Ah. Voisine de Flore Vallée et de Romain. Mais du coup, tu vois, la location, c'est peut-être ultra simple. La fonctionnalité, ça mérite une réflexion quand même plus aboutie pour justement prendre en compte l'environnement. Olivier, oui. Est-ce qu'on a une idée du coût environnemental par fonction? Il a fait un peu l'ACV du système, mais aussi... Parce que j'entends, c'est si on va vers la tendance d'upgradability, puis je vois dans une des solutions, en fait, on a un upgrade tous les 2 ans. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de principes d'économie circulaire qui souhaiteraient allonger la durée de vie du produit? Je ne sais pas ce que coûte, quelle est la contribution de l'appareil photo sur l'empreinte environnementale globale du téléphone. Si on change l'appareil photo, le stockage, que sais-je, est-ce que finalement, on n'est pas contre-productif? C'est une très bonne question, hein. C'est-à-dire que tout a ses limites. Et clairement, l'upgradabilité sur certains, sur tous les systèmes où on va dire le point faible, c'est la batterie, par exemple, je pense que c'est pas une grande option parce qu'en fait, disons qu'il y a des scénarios où c'est pas forcément la bonne voie. Après, sur l'impact d'un petit appareil photo comparé à tout un smartphone, s'il suffit, j'ai envie de dire, de changer le module appareil photo, on n'a pas de chiffre, hein, clairement, mais disons que j'ai la sensation quand même que ça va plutôt, si la personne le garde 1 ou 2 ans de plus, a priori, ce serait quand même plutôt pertinent. Bon, là, en l'occurrence, là, sur les tests que Common qu'ils ont eux-mêmes fait et qu'ils ont publiés sur leur site, eux, ils découragent, on va dire, leurs clients de changer ce module photo là qui a été rajouté, puisqu'ils estiment qu'en fait, ça apporte pas un gain majeur, quoi. Et dernière question ou ouverture, parce que tu dis effectivement que la détention, la volonté de détention est un frein, hein, on veut garder la propriété. Est-ce que Common a investigué les parcs d'entreprise? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai pas, j'ai pas verbalisé, mais clairement, dans les focus group, il est apparu que le comportement, lorsqu'on est en B2B ou en B2C, est complètement différent. C'est-à-dire que ce qui est accepté, clairement que le téléphone ne nous appartient pas ou qu'on n'ait pas un lien fort avec le téléphone parce qu'il appartient à l'entreprise, n'est pas du tout accepté pour son téléphone personnel, quoi. Donc ça, c'est notamment, c'est ressorti dans les deux focus group. Donc comme l'offre de Common, jusque-là, elle n'était pas centrée entreprise, on n'a pas poussé ce côté-là dans le questionnaire. Après, là, clairement, j'ai vu, en allant voir là, cette semaine, qu'ils commençaient à faire des offres entreprises. Donc je pense qu'effectivement, clairement, la vente d'usage serait beaucoup plus facile à vendre au jour d'aujourd'hui dans un contexte d'entreprise que vis-à-vis d'un particulier.